Alors Sébastien Lapac, vous étiez très remonté là. Oui, c'est vrai, parce que j'étais au Brésil l'année dernière, je suis arrivé le 13 juin, premier jour des émeutes à São Paulo, puis après tout le pays s'est enflammé. Moi j'étais venu au Brésil pour une espèce de promenade mélancolique, j'étais naïf comme tout le monde, cette belle Coupe du Monde, et là je vois effectivement dans la rue à Rio, et puis après à São Paulo, ces images d'émeutes. Alors ils ont parlé de favelas, bon, dans Rio, dans la zone sud, la Copacabana, c'est déjà des favelas de gens déjà intégrés. Peut-être qu'il y a une petite erreur dans notre perception, c'est qu'on pense vraiment classe dangereuse, minoritaire, en fait c'est la classe moyenne éduquée qui n'a pas de travail, qui n'a pas de transport comme ils le disent. Hein. C'est parti sur le problème des transports, la santé et l'éducation, puisqu'ils ont parlé d'une école. Donc c'est ces trois problèmes, transport, santé, éducation. Chez des gens qui sont éduqués, c'est la révolte. En fait, il y a au Brésil ce dont rêve Emmanuel Todd, c'est-à-dire l'insurrection de la jeunesse éduquée. Et c'est pas du tout les gens des favelas, au contraire, les gens de la zona nord, vraiment les classes dangereuses, elles étaient en dehors du mouvement. On voit d'ailleurs même à l'habit des gens quand on voit les émeutes que ce sont déjà des gens intégrés. Hein. Alors effectivement, la dame noire qui parlait, ça c'est les gens dont les habitations ont été détruites, notamment autour du stade de Maracana. La totalité des habitations et des gens déplacés autour des stades, c'est 250 000 personnes. Bon, dans un pays de 200 millions d'habitants, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme. Donc tout ça explique. Alors effectivement, je pense que les gens, la partie la plus pauvre du Brésil, c'est la destruction de leurs habitations autour des stades, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de favelas autour des stades. Ça, effectivement, ça les a choqués. Mais autrement, c'est tous ces gens qui disent on ne peut plus se déplacer ni à Rio, ni à São Paulo, ni à Porto Alegre. Il n'y a pas. Vous imaginez, par exemple, que dans un pays, on vante les briques, et on dit que c'est pour ça qu'ils ont la Coupe du Monde, il n'y a pas de ligne de train entre Rio et São Paulo. Et on construit 12 stades flambant neufs, donc 11 puisque Maracana a été réhabilité, mais les autres, c'est des stades entièrement construits. Et donc effectivement, le PT, donc le Parti des travailleurs, est au pouvoir au Brésil depuis 12 ans. Le Lula a été 8 ans président, maintenant Dilma depuis 4 ans. Et on est en période préélectorale aussi. Il faut imaginer que c'est aussi la raison, puisque les élections sont au mois de novembre. Mais vous, ce qui vous énervait également, c'est la FIFA, c'est l'empire du divertissement. Alors oui, alors qui ferait barrage à la conscience sociale. Enfin, ce qui m'a agacé, surtout ce qui m'a fasciné, c'est que les Brésiliens, dont on dit que c'est des gens pour qui le football est une religion, ce qui est vrai, mais qui jouent au football tous les jours, parce que ces gens en colère, vous vous promenez au Brésil, ils continuent de jouer au football. Ils n'ont plus envie de regarder le football à la télévision, ils le disent. La plupart des gens de toutes les classes sociales disent nous ne regarderons pas, vous avez vu les sondages, je crois 80% des Brésiliens disent qu'ils se désintéressent de la Coupe du Monde, ils ne regarderont pas le football à la télévision, mais par contre, ils jouent au football tout le temps. Oui. Et effectivement, ce qui est fascinant, c'est leur énervement contre la FIFA, c'est-à-dire ce pays dans lequel le football est une religion, a interprété la FIFA comme une espèce d'entreprise néocoloniale et comme, je dirais, le quartier général du capitalisme festif, ce qui est quand même fascinant. Vous avez vu, il y a des slogans, le masque Anonymous, vous avez vu sur les images, donc il y a un peu de néo-situationnisme, il y a un peu de mouvement Anonymous, il y a un peu de mouvement anarchiste, il y a tout ça qui se mélange, mais il y a une vraie contestation intellectuellement articulée, c'est pas uniquement des gens, c'est pas des damnés de la terre qui se soulèvent, c'est des gens éduqués. D'ailleurs, s'il y a le masque des Anonymous, ça dit quand même quelque chose, on voit bien que ce ne sont pas uniquement, c'est pas une colère superficielle. Alors, la FIFA, le football professionnel, la Coupe du Monde, c'est l'opium du peuple? S'il n'y avait que la Coupe du Monde. Non, mais pour la FIFA, oui, c'est effectivement une espèce de multinationale itinérante. C'est-à-dire qu'à la limite, avant, la FIFA, ou même l'UEFA au niveau européen, c'est la même chose, attribuait, on va dire, au comité national une espèce d'autonomie pour organiser. Maintenant, c'est terminé, c'est la FIFA qui s'occupe de tout. Mais on voit bien que le discours de Platini, bon, c'est un ancien joueur, mais c'est presque naturel qu'il y ait un discours plus patronal que syndical. Mais c'est purement ça. C'est tous les passionnés de foot pensent. Oui, voilà. À savoir, oui, les Brésiliens pourraient se calmer le temps qu'on prenne notre plaisir à regarder. Enfin, c'est plutôt une maladresse. C'est ambigu. Voilà, mais ça ressemble au Platini joueur, qui balance des choses parfois. Il y a eu pire. Seb Blatter a dit des choses pires. Et l'histoire que c'est plus facile d'organiser une Coupe du Monde dans une dictature, c'était quand même. Oui, ça c'est le secrétaire général de la FIFA qui a dit ça. C'était quand même bien mieux. Platini, j'ai l'impression, là, d'abord, je ne dirais pas de mal de Platini. Et d'ailleurs, les Brésiliens ne se sont pas énervés parce que j'ai demandé. Oui, et bah oui, c'est impossible. Et en plus, les Brésiliens qui sont vraiment des amoureux du foot, d'ailleurs, n'ont pas autant ils ont une haine mais noire contre Seb Blatter qui ne fera pas de discours au match d'inauguration, parce que le stade, ça serait une bronca. D'abord, il a eu la maladresse à la Coupe des Confédérations, vous en souvenez, de parler en espagnol.
Donc les Brésiliens, c'est quand même un peuple fier. Quand vous apprenez 15 lignes en portugais, je vous jure, c'est pas difficile. De toute façon, ils parlent pas plus espagnol que portugais. Ils pouvaient apprendre 15... Donc ils leur parlent en... Donc, vous savez, leur amour de l'Argentine et des autres pays de langue espagnole, ils leur parlent en espagnol dans le stade de Brasilia. Et ils se détestent Blatter, mais Platini, alors ils ne sont pas trop énervés contre lui. Parce que je pense qu'ils ont l'amour de la belle chose et qu'ils se souviennent des belles choses qu'il a fait sur un terrain, donc ils lui pardonnent. Mais hier, il a donné un truc pas mal Blatter hier. Il a dit qu'ils avaient truqué le truc pour avoir le Qatar. On va en parler pour le Qatar. Il fait son autocritique. D'ailleurs, il doit sentir. On va parler du Qatar après, mais Pape Diouf, quand vous voyez à quel point il y a une espèce de ras-le-bol contre le football professionnel, la FIFA et donc la Coupe du Monde, ça vous étonne ou au contraire vous comprenez très bien ? C'est plutôt l'interprétation qui en est faite qui m'étonne. D'abord, je pense que ce ne sont pas tous les Brésiliens aujourd'hui qui manifestent, il faut le dire. Il y a quelques-uns, effectivement, Michel a bien dit. C'est plutôt une certaine classe, j'allais dire une high class brésilienne qui s'élève contre l'organisation de la Coupe du Monde. Mais je pense que les Brésiliens aujourd'hui s'élèvent davantage contre les maladresses qui ont été commises aussi bien par les dignitaires de la FIFA, à commencer par Wacle. N'oublions pas déjà les déclarations anciennes de Wacle qui s'en étaient pris je dirais, à l'organisation brésilienne. Ensuite, il y a eu effectivement les déclarations périodiques du président de la FIFA, Blatter, ou Platini dernièrement, dont on peut effectivement assimiler le discours à une simple maladresse. Mais je pense que si demain, on devait retirer la Coupe du Monde au Brésil parce qu'il y a des manifestants, il y aurait d'autres contre-manifestants aujourd'hui qui vont dire qu'il faut que la Coupe du Monde s'organise, et peut-être qu'ils seront plus nombreux. Alors je crois que dans cette affaire, il faut raison garder. Savoir que le Brésil, de toute façon, a des problèmes. Si la Coupe du Monde doit aujourd'hui permettre aux uns et aux autres, effectivement, de prendre conscience de ces problèmes, si l'autorité étatique brésilienne se rend compte qu'il y a aussi d'autres priorités au Brésil et que ces priorités-là ont été criées dans la rue, je pense que l'organisation de cette Coupe du Monde n'aura pas été vaine. Mais cracher sur le football, cracher sur la Coupe du Monde, comme certains ou certains pseudo-intellectuels veulent le faire, non, il ne faut quand même pas aller aussi loin. Vous savez, les intellectuels brésiliens qui critiquent la Coupe du Monde, c'est des gens qui jouent au foot. Ils ont le droit. Mais vous savez, moi, les intellectuels... Ils crachent pas sur le foot. Vous savez, je vais vous dire une chose. De toute façon, les intellectuels, je sais tout à fait à quoi m'en tenir dans leur discours. Il y a toujours, je dirais, une sorte de magistère qu'ils essaient de mener, s'agissant de football toujours. Alors, le football, c'est effectivement, je dirais, le mal quasiment du siècle. Vous savez, quand on parle aujourd'hui d'argent, dans les années 60 déjà, on pensait que le football, que l'argent allait gangréner le football. Or, le football continue à vivre. Je ne peux pas ici mettre en cause tous les intellectuels, mais c'est vrai que c'est quand même Il y a Romario, par exemple, qui est champion du monde. Ouais, Romario, qui est devenu député socialiste au Brésil et qui a traité le secrétaire national de la FIFA, le secrétaire général de la FIFA, de fils de... Et puis, pour qu'une règle soit vraie, il faut bien qu'elle ait une exception. Vous vous souvenez, à la grande époque, Alors attendez, est-ce qu'il y a des intellectuels qui pensent que le football est le fléau du siècle? Oui, il y en a peut-être deux là. Alors, Marc Perelman ou Philippe Duvivier? Déjà, moi, je voudrais juste revenir un peu sur l'histoire de la FIFA, en quelque sorte. Dans le livre qu'on a essayé de faire avec François, on a voulu retracer décennie par décennie un peu comment le football est devenu ce qu'il est aujourd'hui, comment finalement ce sport de pauvre, qui nécessite quoi? Un ballon, quatre poteaux, et encore des poteaux, on peut prendre un peu ce qu'on a sous la main, et des chasubles ou des t-shirts. Comment finalement ce sport il en est arrivé là aujourd'hui? Et une date clé pour nous qui est vraiment révélateur, c'est l'arrivée de João Havelange à la tête de la FIFA. Un Brésilien. Le 10 juin 1974. Alors oui, justement, c'est salué comme c'est un Brésilien, c'est salué comme une victoire du tiers-monde, sur l'Europe. Voilà, donc c'est vu quelque chose de positif. Et la première chose qu'il déclare quand il arrive, c'est tout simplement, j'ai un produit à vendre, il s'appelle football. Et son but, ça va être de le vendre à travers le monde. Et donc, les Coupes du Monde... De le vendre avec commission, quand même. De le vendre avec commission, évidemment. Ouais, mais, il va y arriver. Il va y arriver, il va bien le faire. Lui le fait très bien. Et, enfin, du moins, son successeur, maintenant, le fait très bien. Son fils spirituel. Et ce qui est étonnant, finalement, dans le Brésil, c'est qu'on retrouve ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire, hormis les contestations sociales, mais là, actuellement, en Afrique du Sud, on a construit des stades qui ne servent strictement à rien. Ouais. On a des stades vides, ou alors qui sont remplis. On avait prédit, on avait fait des estimations comme quoi, mais oui, on amènera des concerts, il y aura du monde, etc., il y aura 40 000 personnes. Au final, il y a 15 000 personnes de temps en temps.
Et voilà, c'est quand même pas tout à fait comparer. un échec. Non, c'est pas un pays. On ne peut pas comparer parce que le football de haut niveau n'est pas forcément la culture d'Afrique du Sud, alors que c'est la culture profonde du Brésil. Les stades, ils vont servir au Brésil, alors qu'ils servent. À Manaus, il ne servira jamais. Il y a même quasiment une équipe. Oui, mais. À Manaus, ils ont dit. Bon, il sert à rien le stade. Déjà, le stade de Brasilia, il sert à rien. Le stade de Manaus servira à rien. Fortaleza, il sert à rien. Tous les stades du Nord-Est serviront à rien. Ils appellent ça des éléphants blancs au Brésil, vous savez ça. Et est-ce que vous appelez ça un investissement prioritaire pour un pays, un stade de foot? Voilà, sincèrement. Non, mais je pense qu'on aura la même dialectique dans 2 ans pour les Jeux Olympiques. Oui. Et Agathe de Coularé de la Fontaine. Non, mais à Manaus, ils ont dit qu'ils allaient peut-être en faire une prison. Ils vont essayer de trouver des usages pour les stades. Je pense qu'au final. Vous connaissez pas Manaus, hein. Non, je connais pas Manaus. Je suis pas allée en Amazonie. Mais au final, je pense que les Brésiliens sont quand même contents d'avoir la Coupe du Monde. Bien sûr que c'est l'organisation, la FIFA et ce qu'ils ont fait. Et Romario en parle dans SoFoot justement de ça, de ce qu'il en pense, du rôle de la FIFA dans l'organisation de la Coupe du Monde. Mais bon, les Brésiliens, finalement, c'est exactement ce que c'est pas bio. Si jamais on leur retire la Coupe du Monde, ils feront des manifestations encore pires. Ils sont quand même heureux. Ils adorent le football, les Brésiliens. Vous savez, quand vous allez à Rio, que vous prenez un taxi, ça vous arrivera bientôt, Vincent Duluc, et que vous voyez que le chauffeur de taxi vous explique qu'il espère que l'équipe du Brésil va sortir au premier tour, les bras vous tombent, je vous jure. Si vous en avez rencontré un qui vous le dit, monsieur. Ah non, mais ils sont très politisés, les chauffeurs de taxi à Rio. Non, c'en est pas un. Le nombre de personnes qui m'ont dit au Brésil qu'ils espéraient que le Brésil allait sortir au premier tour et que la Croatie allait gagner le match d'ouverture, je vous dire, les bras vous en tombent. Vous avez pris les mauvaises ruelles, monsieur. J'ai pas eu de chance, j'ai pris le mauvais taxi, mais moi je prends dans le premier. Quand j'arrive à l'aéroport, je prends le premier. J'ai pas choisi. Marc Perelman fait partie des intellectuels qui disent pique le pan du football. Je suis pas un intellectuel, je suis un universitaire. Voilà, donc c'est déjà un peu différent. Pour vous, vous comprendrez. Je pense que les Brésiliens sont un grand peuple. On va voir ce qui se passe. La Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde est dans 1 mois. Ça va durer 1 mois. Pour l'instant, depuis 1 an, il y a des manifestations régulières. Et ce qui est tout à fait intéressant au Brésil, et que c'est pour moi vraiment d'un intérêt particulier, parce que c'est vraiment la première fois que je vois cela se passer dans un pays qui organise la Coupe du Monde, c'est qu'une fraction non négligeable des Brésiliens, tout simplement lance des slogans qui remettent directement en cause la Coupe du Monde elle-même. FIFA go home, hey FIFA retourne en Suisse, les standards de la FIFA ne sont pas les nôtres, nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin de transport, nous avons besoin d'hôpitaux. Voilà des choses qui sont tout à fait nouvelles dans un pays que l'on nous disait totalement envahi par cette nouvelle religion du football. Peut-être que les choses, précisément, vont se retourner. En tous les cas, moi, je ne sais pas si c'est le cas sur ce plateau-là, moi, ce que j'espère profondément, c'est qu'évidemment, une fraction de plus en plus importante des Brésiliens manifeste durablement dans les rues des différentes villes hautes et, pourquoi pas, à un moment ou à un autre, empêche que cette Coupe du Monde ait lieu. Parce que cette Coupe du Monde, elle se fait effectivement contre le peuple brésilien. Et donc la vraie question, c'est celle-là. Au fait, nous, qu'est-ce que nous disons vis-à-vis des Brésiliens? Est-ce que nous leur disons, comme le dit M. Platini, de se calmer, ou au contraire, nous leur disons, mais non, vous avez des revendications qui sont tout à fait légitimes, et vous allez vous retrouver non seulement face à la FIFA, mais vous allez aussi vous retrouver face à votre gouvernement, qui, lui, a demandé à ce que la Coupe du Monde se déroule effectivement au Brésil et qui organise en ce moment, grâce en particulier à ce qu'on appelle la loi de la Coupe, la loi générale de la Coupe, la ley générale de la Coupe, eh bien toute une série d'éléments qui privent concrètement les Brésiliens de leur liberté de circuler, de s'alimenter comme ils le souhaitent dans les bars, et plus que cela, la FIFA demande au Brésil d'organiser des tribunaux d'exception. 40 ans de prison, vous avez vu. Voilà. Des tribunaux d'exception vis-à-vis de manifestants qui seront considérés dès lors comme des terroristes. Ouais. Voilà ce qu'est le football. Et c'est 40 ans de voilà ce qu'est le football. Alors, André Films d'abord, en tant que spectateur de la Coupe du Monde, est-ce que vous sentez complice? Oui, je suis totalement terrorisé parce que je suis un allié objectif et du grand patronat et de la société du spectacle et de tout. C'est terrible.
Je sais bien. Bon, c'est comme la cigarette. Je sais bien, sur le paquet, il y a marqué « Fumer tue ». C'est sûr que là aussi, le football, chaque matin, j'arrête. C'est-à-dire, je ne regarde plus jamais un match de ma vie, c'est terminé. Je ne lis plus votre canard de merde d'équipe, je ne les lirai plus jamais parce que c'est la vie objective du patronat. Et en même temps, je vais voir les matchs. Et maintenant, je suis terrorisé, évidemment, parce que j'apprends que je suis coupable de 40 ans de prison, etc. Là, je vais bientôt mourir sur pied, là, ici. Alors, en même temps, il y a quand même un truc. J'ai commencé dans le football pauvre, comme vous dites. Et c'est vrai que le football devient presque... C'est là où ça devrait se passer, la révolution mondiale. Or, on a d'autres ennemis, on a beaucoup d'ennemis, d'accord. On en a plein. Alors que le football en soit un, l'opium du peuple. Avant, c'était la religion, maintenant, c'est moi. Je suis aussi opiomane du foot, ok. C'est bon. Mais que le football, tout d'un coup, soit l'enjeu révolutionnaire, ça me déplaît un peu. C'est-à-dire que le foot cristallise toutes nos velléités révolutionnaires. Tout d'un coup, on est tous révolutionnaires quand il s'agit du foot. Là, il faut se calmer un peu. Moi, je pense que, par exemple, on jette des bananes, hein, souvent. Les gens gueulent tous parce que là, il y a des mecs qui jettent des bananes et qui font des crimes. Pas au Brésil. Ben, bon, pas au Brésil. Autre part. Il n'y a pas de Brésilien au Brésil. Il n'y a pas un. Mais ici, il y a aussi des gens sur les plateaux de télévision qui incitent des gens à jeter des bananes. Hein, j'en connais. Je pourrais les citer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que le foot qui cristallise nos pulsions révolutionnaires. Vous voulez dire que le foot n'est jamais que le reflet de tout le reste? Un peu. Je sais bien que c'est catastrophique. Évidemment. Je sais bien que c'est aux mains des grands. Mais quand même, il y a aussi, on peut se battre aussi contre le gouvernement brésilien, par exemple, qui est crapuleux. Ah bah il est comme nous, c'est-à-dire qu'il est de gauche, il fait une politique de droite. Donc on connaît ça en France. Hein. Ça, on est d'accord. Et en plus, ils ont fait pire. Je veux dire, ils ont fait pire que ce que nous on a en France. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont payé des députés de droite pour faire une politique de droite. Mais c'est vrai que j'ai pas au PSG parce qu'il y avait des chanteurs, plein des trucs. Et je peux pas les supporter. Que effectivement, on a confisqué le football et qu'il n'y a plus de pauvres dans les stades parce que les prix sont tellement énormes maintenant. Qu'il n'y a plus que des riches dans les stades, en fait. Pas dans tous les pays. Pas presque. Ah bah, au Brésil, d'ailleurs, vous voyez, même à Manchester United. Mais c'est vrai qu'une des raisons de la non-popularité de la Coupe du Monde, c'est que les billets sont trop chers. Mais c'est une des raisons, vous parlez des maladresses de la FIFA, c'est une des raisons, il n'y a pas d'engouement populaire parce que les billets d'entrée sont trop chers et les gens simples, c'est $200 la moyenne du billet, les gens ne pourront pas aller au match. André Wilms. Bah, c'est autre chose. Ça participe de la non-popularité de cette Coupe. Je fais bien le distinguo entre la FIFA et le peuple brésilien. Il faut quand même faire le distinguo. Et quand vous pouvez plus vous payer un billet d'entrée au stade, évidemment, il y a un désaccord. Ils ont quand même créé une catégorie de places moins chère pour les résidents brésiliens. C'est une catégorie de places pour les matchs de la première phase de la Coupe du Monde, entre 20 et 60 euros. Alors c'est très cher pour ces gens de la classe moyenne dont on parlait. Et moi, c'est ce qui a pris au dépourvu Blatter et Platini et le gouvernement brésilien. C'est-à-dire que on nous a quand même rebattu les oreilles avec ces favelas les plus dangereuses qu'il fallait pacifier. Et au final, c'est ce que vous disiez, c'est cette classe moyenne aisée cette classe moyenne éduquée, mais justement et sans travail, qui parvient pas à faire son chemin, qui manifeste. Et donc, je ne sais pas si elle manifeste contre la Coupe du Monde ou si elle manifeste contre la FIFA. Je pense que la Coupe du Monde, elle est aussi... Elle a quand le jeu va prendre sa place. Alors contre la FIFA, il faudrait dire une chose, et peut-être pas Diouf ou Vincent Duc pourrait le dire mieux que moi, mais il y a un problème sentimental de la relation des Brésiliens à leur football. C'est-à-dire que l'équipe, si je ne me trompe pas, de 1958, les 11 joueurs sur 11 jouaient au Brésil. Et si je ne me trompe pas, l'équipe actuelle, il n'y a que Fred qui joue à Fluminense. Hein. Mais ce n'est pas vrai pour le Brésil seulement. C'est vrai pour beaucoup de nations. Oui, mais c'est-à-dire que ce côté sentimental d'attachement à leur équipe, les gens sont pris très jeunes. Moi, je vais vous dire, un jour, j'interroge Chico Buarque sur son attachement au football brésilien. Il dit, moi, ça ne m'intéresse plus depuis 1982, parce que c'est la dernière fois qu'on a bien joué. Et maintenant, on sécurise. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde plus le foot à la télévision. Je ne vais plus jamais au stade. On nous enlève nos joueurs à 17 ans. On les forme dans des camps en Europe qui sont des camps militaires. C'est ce que pensent les Brésiliens. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou faux. C'est ce qu'ils pensent, c'est leur ressenti. Et on nous les rend à 35 ans. Ronaldinho, voilà. Non, mais c'est ce que pensent les Brésiliens. Les Africains peuvent penser la même chose. Mais d'ailleurs, c'est vrai pour les Ivoiriens, c'est vrai pour les Camerounais, c'est vrai pour les Algériens. Je ne voudrais pas être là le tenant d'un conformisme ambiant. Non, je parle du sentiment, l'aspect sentimental. Vous avez raison sur l'aspect économique. Je vous parle de manière générale, si vous permettez. Moi,
Je ne veux pas passer pour un tenant du conformisme ambiant qui étouffe le football. Cependant, des critiques sans technique aussi ne passent pas. Quand, monsieur, vous dites que le football moderne, plus ou moins, le football d'aujourd'hui, vous le datez de 1974. N'oublions pas quand même que le football est d'essence populaire, qu'il est né dans la banlieue de Londres au début du 19e siècle, début du 20e siècle plutôt, fin du 19e siècle, et que c'était créé par des ouvriers qui, justement, parce que le travail à la chaîne avait commencé, avait besoin pour se débrider de jouer au ballon. Donc c'est quand même une essence ouvrière, cette affaire. Sauf au Brésil, c'était les aristocrates. Et vous le savez, les Noirs n'avaient pas le droit de jouer. Et d'ailleurs, le fameux joueur est obligé de se mettre de poudre de riz sur le visage. Si vous pensez à Andrade, le gardien de 1950, c'est quand même une... Ah, je vous parle du football des années 20. En tout cas, attendez, juste parce que si le football est d'essence populaire au début du XXe siècle, aujourd'hui, revenons à la FIFA, puisque c'est souvent elle qui est pointue du doigt. Quand on parle football, la FIFA est soupçonnée de tous les maux, et pas seulement la FIFA, il y a le Qatar aussi, hein, puisque vous en parliez tout à l'heure. Le Qatar, qui sera l'organisateur de la Coupe du Monde dans 8 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le Qatar? Regarde.